Bonjour. Donc on va regarder aujourd'hui si la récession est déjà présente avec quelques indicateurs. Donc on va regarder dans un premier temps la baisse de l'euro. On va regarder la baisse des cours du pétrole, la baisse des cours du blé et l'inflation. Et on verra aussi un exemple où l'inflation est vraiment devenue hors de contrôle. Donc on peut voir ici la baisse de l'euro. Bon, l'euro a baissé de 20% dernièrement et elle a fait un rebond technique il y a à peu près un mois et demi. Est-ce qu'elle va durer? Personne n'en sait, mais c'est possible qu'elle retombe, hein. Si on a une grave crise de récession en Europe, car en période de récession, comme tout le monde le sait, c'est l'argent va là où les pays sont forts, c'est-à-dire les USA. Donc, pourquoi l'euro baisse? Donc, l'euro baisse, la première raison, ça peut être qu'il y a des fuites de capitaux. Parce qu'il y a la guerre en Ukraine, puisque la guerre énergétique, il y a des risques géopolitiques en Europe. Deuxième chose, pourquoi elle baisse, comme on peut voir sur cette courbe-là, c'est qu'on a notre balance commerciale qui est déficitaire. C'est-à-dire que on peut regarder là, jusqu'en 2021, donc la zone euro, hein, je ne parle pas des pays indépendamment, hein, mais la zone euro donc, était excédentaire. C'est-à-dire qu'on gagnait plus d'argent. Donc il y avait plus d'argent qui rentrait qui sortait. Donc nos exportations ou ce qu'on vendait nous rapportait plus que ce qu'on importait. Là, dernièrement, non. Dernièrement, malheureusement, sûrement le coût de l'énergie a augmenté et on fait moins d'exports. Donc on a un déficit de capitaux. Donc on a besoin de ramener des devises. Donc soit il faut qu'on ramène des touristes, enfin, soit il faut le ramener en exportant du matériel, hein. Donc voilà, c'est pour ça que l'euro baisse. Donc on aurait pu, par exemple, la baisse de l'euro aurait pu être prévisible si on retourne dans la courbe en arrière. Donc on voit qu'elle a commencé à baisser à peu près en juin 2021. Et là, on voit qu'on est en déficit à partir de la même date. Donc quelqu'un qui aurait suivi la balance commerciale aurait pu prédire que l'euro va baisser. Maintenant, la baisse des cours du pétrole. Donc la baisse des cours du pétrole est vraiment significative, hein. Elle était à 122, elle est abaissée à 81. On l'avait vu déjà dans la vidéo qu'on avait présentée avec Total. Donc est-ce que ça confirme une récession? C'est probable, hein. On voit que les stocks américains ont vraiment augmenté. Et ce qu'on avait vu aussi, je crois que c'est dans la vidéo précédente, c'est qu'on avait vu que donc les majors pétrolières shortaient eux-mêmes les cours du pétrole. Donc avec tout l'argent qu'ils avaient fait, donc les bénéfices qu'ils avaient accumulés, comme il y a un risque en fait sur la suite des événements qui va se passer l'année prochaine, hein, donc ils shortaient eux-mêmes les cours du pétrole. C'est comme s'ils se prenaient une assurance. Donc voilà. Après, sur cette courbe-là, on peut voir la baisse des cours du blé. Donc, malgré que c'est atypique, hein, est-ce qu'on peut corréler deux courbes ensemble? Là, j'ai corrélé le 4,40 en orange avec les cours du blé en noir. Donc, on peut voir que à la crise de 2008 et la crise actuelle qu'on est en train de vivre en 2022, c'est assez corrélé. En fait, on dirait les mêmes courbes. C'est que quand le blé a augmenté, le 4,40 commence à baisser. Donc, est-ce que c'est un indicateur probant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, le blé, en 2008, par exemple, elle avait crevé le plafond. C'est à cause de la demande des gens, du biocarburant, l'augmentation de la population et des mauvaises récoltes. Et actuellement, elle a flambé à cause de la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine, et qui représentait 30% du blé mondial. Et bien sûr, des restrictions de l'Inde d'exporter. J'ai lu aussi dernièrement pourquoi elle a baissé. Elle a baissé parce qu'il y avait moins de demandes de la Chine, hein. Donc, et il y avait aussi donc l'Australie ou certains pays qui avaient fait pas mal de récoltes. Même la Chine, hein, qui avait fait pas mal de récoltes, de bonnes récoltes. Donc est-ce que c'est un annonciateur de la récession? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est deux courbes qui sont assez bien corrélées ensemble. Maintenant, voyons un indicateur qui est quand même très fort et qui permettrait de dire si on est en récession ou pas, hein. C'est la baisse de l'inflation. La hausse de l'inflation, pardon. Donc la hausse de l'inflation, que ça peut ramener? La baisse immobilière,
la baisse de l'immobilier, ça va faire du chômage, et on aura de la baisse de consommation aussi. Bon, bref, tout ça ferait qu'on aurait une récession. On aura une récession. Sur donc, la hausse de l'inflation aujourd'hui, l'inflation est à 6,3. Si on croit les chiffres de l'INSEE, parce que pour moi, elle est un peu plus. Elle doit être aux alentours de même de 15 sur tout ce qui est les biens qu'on achète à Carrefour ou dans d'autres magasins. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette inflation n'a pas été vue depuis 1985, donc ce qui est vraiment épouvantable. Regardons aussi les taux de crédit à 10 ans de la France, par exemple. Aujourd'hui, elles sont à 2,9. 2,9, c'est des taux qu'on n'avait pas vus depuis 2011. Donc depuis 2011. Donc, on retourne une dizaine d'années en arrière. Donc il faut faire très très attention. Est-ce que nos dirigeants veulent vraiment faire baisser l'inflation? Je ne sais pas. Est-ce ils vont dire non, c'est pas grave, on aura une inflation à 4-5% comme avant, comme dans les années 2010, et on va vivre avec? C'est peut-être possible aussi, hein, donc il faut faire très très attention. Maintenant, voyons les risques pour les entreprises. Comme on peut voir ici, c'est que la France, en tout cas les entreprises françaises, sont très endettées et sont même plus endettées que l'année dernière, où ils étaient déjà très endettés. Donc, et la France se trouve parmi donc un classement là qui est fait où les entreprises sont le plus endettées derrière la Suède. Donc on voit qu'il y a la Suède, la Belgique, le Canada, le Japon, et les entreprises américaines sont quand même très peu endettées. Donc il faut faire attention. Bien sûr, on peut voir aussi c'est en pourcentage du PIB, hein, on est très haut. Donc nos entreprises, comme elles ont besoin de se refinancer, et si elles se refinancent à des taux hauts, de toute façon, même quand les taux étaient bas, quand ils étaient à 2%, 1%, les entreprises se finançaient aux alentours de 5%. Comme il y a du risque, malheureusement, ils payaient plus. Alors que là, maintenant que les taux sont à 3-4%, ils vont sûrement se refinancer sûrement à 10, et même des entreprises qui ne sont pas très solides, ils vont même se refinancer à 15. Donc il y a un risque sur l'emploi après et sur des faillites d'entreprise. Donc, bon, même si la récession est là, donc on voit que bon, il y a pas mal d'indicateurs qui disent que la récession est peut-être là. Hein. De combien, c'est un peu dur à prédire. Maintenant, est-ce qu'il faut investir? Pour quelqu'un qui investit en bourse, donc oui, il pourrait investir, hein, mais vraiment, il faudrait qu'il mette la même somme chaque mois et qu'il le garde assez longtemps. Parce que la bourse est en train de décroître, et est-ce qu'elle va décroître de beaucoup? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un risque qu'on peut avoir, comme en 2008, un crack. Donc il faut quand même faire attention à ne pas investir beaucoup d'argent et se garder beaucoup de liquidité. Maintenant, investir dans l'immobilier ou en SCPI. Donc dans l'immobilier, certains prédisent qu'il y aura bien sûr le dégonflement de la bulle immobilière, mais enfin, ce sera à peu près de 10%. Pourquoi? En tout cas dans les zones où il y a de la demande, hein, parce que ça peut évoluer, ça peut beaucoup plus diminuer dans les zones, par exemple la diagonale du vide en France. Bien sûr, si vous prenez, si vous allez dans le Cantal, ça peut beaucoup diminuer. Mais si vous restez à Paris, à Lyon, dans des zones un peu tendues, ça diminuera sûrement de moins 10%, parce qu'il y a de la demande. Et comme on peut voir là, juste sur la construction des maisons neuves en France, par exemple du temps de Sarkozy ou même de François Hollande, c'est que les mises en chantier se réduisent et les permis de construire se réduisent. Donc il y a de moins en moins de logements qui sont construits. Et la population française augmente, ce qui fait que, ou les manières de vivre changent. Donc ce qui fait qu'il y a de la demande, et donc cette demande va permettre à ne pas avoir une chute brutale. Par contre, attention, hein, si l'inflation est là, et elle est là pour longtemps, si elle, je sais pas, si elle est de 4-5%, mais 4, 5, 10 ans, le prix des biens immobiliers aussi connaîtront une croissance, hein, enfin, suivront le chemin de la tendance de l'inflation. Il ne faut pas s'en douter. Ça, c'est fait dans les autres pays aussi. Hein. C'est comme ça que ça marche. Et après, si on garde son argent dans le livret A, donc le livret A jusqu'à présent, on regarde dans les années 70, c'était 4,2, 80 il était à 8, ça reportait 8, dans les années 90 on était à 4,5,
Là, dernièrement, on était à 0,75. Je crois que le taux de livret est à 2%. Donc, malgré une inflation qui est de 6, le livret est à 2. Il y a quand même 4% de pertes annuelles. Donc, est-ce qu'il faut le mettre ou faut le garder là-dedans? C'est compliqué à dire, hein. Parce que investir, c'est un risque, mais ça peut être des gains futurs. Garder son argent au frais, ça peut être le moyen d'investir plus tard. Bon, on va voir. Il faut gérer le time to invest, par exemple. Et si on fait rien, ben, malheureusement, on va perdre de l'argent dans ces moments difficiles. Donc à chacun de voir comment il peut gérer son argent, s'il faut qu'il l'investisse ou pas, ou il le garde s'il estime il y aura vraiment une crise en bourse et il y aura une capitulation, c'est-à-dire comme en 2008, les bourses mondiales s'effondrent de 30%. Oui, là, il y aura des opportunités peut-être pour 8-10 ans juste après. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Juste avant, excusez-moi. Juste avant, on va parler d'un pays. On va parler d'un pays où l'inflation est sortie hors de contrôle. Donc ce pays-là, c'est la Turquie. Donc là, le BIST, ça représente bien sûr les entreprises turques à Istanbul. Donc ce qu'on peut voir, c'est que bon, quand l'inflation est aux alentours de 10%, 7%, la bourse turque, elle évoluait pas beaucoup. Ce qui faisait que, bon, comme leur devise se dévaluait, quelqu'un qui avait investi dans la bourse turque dans les années 2008, 18, 2019, il avait perdu de l'argent, même en 2019, hein. Quand, quand la banque directeur turque a décidé de baisser ses taux à lieu de les relever, puisque l'inflation commençait à monter, elle a fait tout le contraire en économie, ce qu'il ne faut pas faire. L'inflation est sortie hors de contrôle des radars turcs, hein. Il est monté à 86, certains disent même à 150% officiellement, ça c'est officieusement, hein, 86%. Qu'est-ce que ça a fait au niveau de la bourse turque? Ben, les citoyens turcs et les entreprises même étrangères ou les fonds étrangers sont revenus à la bourse turque pour dire qu'elle était vraiment sous-évaluée. Et là, dernièrement, où les bourses mondiales en Occident chutent, la bourse turque a fait 400%, donc a fait un x4. Donc quelqu'un qui avait mis 100 euros se retrouvait à avoir 400 euros en un an. Donc elle a vraiment flambé. Parce qu'elle était sous-évaluée et comme son inflation était très haute, donc elle était sous-évaluée. Donc ce qui peut peut-être se passer même comme on dit en France, oui on est à 6500 au niveau du 440. Si demain l'inflation devenait récurrent et restait stagnant chez nous, on pourrait avoir le 440 qui flambe. Parce que comme les entreprises, comme on peut le voir, hein, malgré l'inflation, elles ont des très bons chiffres, car elles peuvent relever leurs prix, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de souscrire à la chaîne si vous voulez voir les autres vidéos. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.